Donc, ces présentations, c'est co-signé par José Luis García Arostegui de l'IGME, le service géologique espagnol en Espagne. Donc, on se situe au sud-est de l'Espagne, dans la zone du Campo de Cartagena, donc 1300 km² environ. Ici, on a le bassin versant. Il n'y a que des cours d'eau intermittents. On est sous climat semi-aride. Donc, on voit tout un réseau hydrographique, mais ne vous méprenez pas. Il y a de l'eau là-dedans que quelques jours par an, tout au plus. Les précipitations, c'est 300 mm chaque année pour une ETP de 1000 mm. Dans la partie aval de ce bassin versant, on a une lagune, la lagune de la mer Mineure, qui fait à peu près un dixième de la surface du bassin versant, 136 km². Et l'utilisation des sols, c'est essentiellement dédié à de l'agriculture intensive. Donc là, on retrouve les deux images qu'on avait précédemment, avec une zone plutôt désertique, puis une zone très irriguée. La région de Murcie a des zones vraiment, vraiment désertiques, il y a des paysages lunaires. Mais toujours est-il qu'historiquement, la zone dont on parle aujourd'hui, c'était le désert de Murcie. Donc c'est dire à quel point il y avait peu d'agriculture, notamment un peu d'agriculture de sécano, qui n'a pas besoin d'irrigation. Mais au cours des 70 dernières années, on a couvert une grande, grande partie de la surface. On va essayer une reconstitution jusqu'à arriver, il y a une quinzaine d'années, à plus de 50 000 hectares d'agriculture irriguée. Donc, pas de disponibilité d'eau de surface, précipitations très restreintes. Comment est-ce qu'on peut couvrir les besoins en eau de ces surfaces-là? Il y a trois grandes catégories de sources qu'on va retrouver dans cette diapo avec ces trois couleurs, dans la figure aussi. Donc le TTS, donc c'est le transvasement du Tage au Ségur. Une partie importante de l'eau d'irrigation provient de la zone de Castilla-La Mancha, au nord de cette zone-là, en fait au centre de l'Espagne. Donc par une suite d'aqueducs, de tunnels, de canalisation, bah, cette eau est apportée et un des destinataires principaux, c'est la zone dont on parle aujourd'hui. Donc j'ai repris la couleur verte ici sur la carte. La couleur bleue, elle est dédiée aux puits. J'en ai indiqué quelques-uns lancés sur cette figure. En réalité, il y en a à peu près 2 par km² qui couvrent toute la zone. Et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre 5 aquifères différents. Le troisième type d'eau, c'est de l'eau désalinisée, déminéralisée, donc avec des systèmes d'osmose inverse. On en voit ici une petite installation, mais avant tout, il y en a des grandes. Donc, regardez la couleur orange ici, donc j'en ai indiqué sur le bord côtier. Donc là, c'est des captages d'eau de mer pour désalinisation. Donc, c'est des usines qui sont gigantesques, qui visent à couvrir des besoins d'eau potable, d'industrie, puis l'agriculture également. Mais au-delà de ces deux, trois grandes stations, on en a un millier, donc comptez aussi 1 par km², qui jusqu'il y a très très peu étaient installés de manière officieuse, la majorité du temps par les agriculteurs. Donc c'est des installations très très coûteuses, mais qui s'avéraient rentables, vu le fait que l'eau, c'est le seul paramètre manquant dans cette région pour pouvoir cultiver 1, 2, 3, 4, 5 récoltes par an, par parcelle. Et puis il y a des enjeux, qu'est-ce qu'on fait avec les saumures issues de la désalinisation, donc on va en parler aujourd'hui. Les eaux usées retraitées sont également inclus dans le mix. On a une constellation de réservoirs à ciel ouvert comme celui-ci, où on a une quantité importante de tuyaux qui arrivent de différentes sources d'eau. Et les agriculteurs, en fonction des disponibilités des différentes sources, notamment celle du transvasement qui est fluctuante, des besoins des cultures, en fonction des différents coûts, des différentes possibilités d'eau, font leur mélange pour pouvoir irriguer avec une eau adaptée aux besoins. Donc on voit ici une reconstitution sur une quarantaine d'années de la contribution de ces trois grands types de sources, le vert, le bleu et l'orange, donc les eaux souterraines, le transvasement et les autres. Et puis on voit ici, sur cet axe-là, de 0 à 100% de contribution au mélange. Donc jusqu'aux années 80, l'eau du transvasement ne contribuait pas au mélange, effectivement, parce qu'il a commencé dans les années 80. Les eaux souterraines couvraient alors près de la totalité, et puis ça fluctue vraiment d'une année sur l'autre aujourd'hui. Mais il faut voir ici que les eaux souterraines couvrent au moins la moitié des besoins, et qu'il y a même des périodes où les eaux du transvasement n'en couvrent à peine 10 ou 15%. Donc on disait qu'il y a 5 aquifères. On a effectivement un système multicouche, c'est une coupe qui correspond à cette ligne ici en blanc, avec un aquifère quaternaire, un appli, qui couvre presque l'intégralité de la zone, et qui est connecté avec la lagune de la mer Mineure. Un aquifère pliocène, un aquifère messinien, un triassique et puis un tortonien. Donc vous voyez, j'ai mis des flèches qui vont vers le haut pour les nappes captives, parce qu'elles sont essentiellement utilisées pour prélever de l'eau, avec très peu de recharge, et puis la nappe quaternaire qui, elle, reçoit la quasi-intégralité de toutes ces eaux pompées souterraines et d'autres sources. Ici, l'évolution sur les 50-60 dernières années des niveaux dans la nappe. Donc en fait, les données officielles commencent après 1975, donc 76, les pointillés auparavant. J'aurais dû les enlever pour ménager le suspense par rapport à une reconstitution qu'on a pu développer, mais en tout cas, l'histoire
qui débute pour les prises de décision sur la gestion de l'eau, c'est vraiment les données depuis le début ici, quelques années avant la mise en place du transvasement. Donc on voit que les nappes profondes, captives, Pliocène et Messinien, réagissaient de manière saisonnière très fortement aux besoins. Et puis, depuis la mise en place du transvasement, on voit encore des évolutions, mais qui sont plutôt d'ordre pluriannuel, en lien avec des contextes climatiques. Et c'est beaucoup moins marqué, effectivement, parce qu'on a cet effet de tampon lié à la disponibilité d'autres sources, et spécialement le canal du transvasement. On voit également, depuis la mise en place du transvasement, une remontée des niveaux dans la nappe quaternaire. Et je vais superposer maintenant la figure qu'on voyait tout à l'heure, à la contribution des différentes sources d'eau, à celle-ci, parce qu'il y a un parallèle qui est intéressant. Notamment, les bandes en orange ici indiquent les périodes de sécheresse qui ont affecté globalement l'intégralité du pays en Espagne. On a moins de disponibilité d'eau en amont, donc forcément moins de transvasement. Et on voit effectivement, durant les périodes de sécheresse, une contribution moindre, avec une descente ici de la contribution des eaux du transvasement. Ici, on va passer de 50 à 15%, et puis ici, carrément de 60 à 5 ou 10%. Et quand on regarde les évolutions des niveaux dans les nappes profondes, on voit qu'il y a un direct parallèle entre disponibilité d'eau dans le transvasement et prélèvement dans les nappes profondes. Donc c'est pour illustrer qu'il y a vraiment un rôle stratégique de l'eau souterraine dans la région. On a des sources d'eau externes, mais sans l'eau souterraine, on ne pourrait pas maintenir, on ne pourrait pas faire face à des variations de disponibilité. Donc l'histoire commence ici, l'histoire officielle. Mais effectivement, en tant qu'hydrogéologue, on peut être amené à se poser la question, est-ce que le début de l'histoire, c'est des niveaux dans des aquifères côtiers à 40 ou 80 mètres sous le niveau de la mer? Aucune donnée antérieure n'existe. Là, il a fallu aller chercher dans les bibliothèques, dans les archives, pour trouver notamment des évidences d'artésianisme dans la zone, qui expliquent l'emploi du terme artésien pour tout forage un petit peu profond. Mais il avait fallu le vérifier, le documenter. Et là, notamment, c'est localiser par le biais de photos des forages artésiens et puis identifier et leur attribuer une charge hydraulique pour pouvoir compléter ensuite la figure qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, on avait vu le cadre ici en noir. Et puis, on peut remonter dans le temps jusqu'à presque un siècle avant aujourd'hui. Donc, on se rend compte que l'artésianisme concernait les deux nappes profondes indiquées ici, en rouge et en orange. Et puis également, on voit qu'on a une inversion du gradient hydraulique vertical entre le début du siècle et aujourd'hui. Donc, un gradient hydraulique vertical ascendant à l'époque et descendant aujourd'hui. Vous allez me dire, quelle importance ce gradient hydraulique vertical si finalement on a des nappes qui sont bien séparées par des niveaux qui les rendent captives? La réponse, elle est notamment dans le fait, indiqué ici en rouge, qu'on a beaucoup, beaucoup de forages qui sont entièrement crépinés sur toute leur longueur, donc sur 500-600 mètres de profondeur, et qui vont permettre une communication entre les différentes nappes. Cette communication aujourd'hui, là je l'ai schématisée du haut vers le bas, mais il faut penser qu'il y a un siècle, au début, elle avait plutôt tendance à aller du bas vers le haut. Ce qui est indiqué également ici, qui est notable, c'est les pompages en orange. Donc évidemment, on reconnaît les 5 nappes, hein. Les pompages qui sont très très peu connus. Il y a une installation en cours de compteurs de manière obligatoire, mais jusqu'il y a très peu, il n'y avait aucune information réelle sur les pompages. Pourtant, on est de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. On a la pluie efficace, évidemment, qui va essentiellement concerner la nappe quaternaire parce que les zones d'affleurement sont très restreintes pour les autres. Le retour d'irrigation pour la nappe quaternaire, et puis également les rejets de saumure. Donc là, je les ai indiqués dans le quaternaire, le Pliocène, c'est les flèches noires, mais on aurait pu le mettre dans le Tortonien et le Trias. C'est des choses qui sont très peu documentées. Bien souvent, c'est un peu selon les opportunités, étant donné que c'est des installations officieuses. On a également le fait que cette nappe quaternaire soit connectée hydrauliquement à la mer Mineure. Et puis, on va commencer par regarder en détail cette partie-là pour illustrer un peu les enjeux sociaux, hydro-environnementaux dans la région. C'est volontairement kitsch, volontairement carte postale, ces images paradisiaques d'une eau limpide et d'hippocampe. C'était ce qui a permis un développement touristique extrêmement important autour de cette lagune depuis la moitié du siècle dernier, pour finalement aujourd'hui être appelée soupe verte régulièrement dans le débat public, dû à une eutrophisation qui a été pour la première fois mise en évidence en 2016, des épisodes d'anoxie en 2019 avec des millions de poissons morts, des crues importantes en 2019 ont apporté beaucoup de sédiments qui sont venus recouvrir les habitats en profondeur. Une visite de la Commission européenne en 2022, un Bloom algaire à nouveau en 2022, et puis un état quasi permanent de catastrophe environnementale qui a amené l'initiative à être mise en place et acceptée récemment de considérer la mer Mineure comme une personnalité juridique.
Donc, ces apports de nutriments importants ont été directement mis en lien avec l'agriculture, avec comme vecteur pour les apporter vers la lagune, l'eau de surface. Effectivement, on a un cours d'eau, un oued qu'on appelle Rambla del Albujon, qui sur son extrémité, les derniers kilomètres, est permanent. Donc, c'est de l'eau qu'on voit, de l'eau hautement chargée en nitrate, de l'eau extrêmement minéralisée, parce que ce sont des rejets sauvages de saumure de stations de dessalement particulières d'agriculteurs. Donc ça a rapidement été le coupable, pointé du doigt, donc à raison de reportages à la télé, dans les journaux, des politiques qui se rendent sur place pour montrer qu'ils vont régler le problème, de manifestations, pour qu'on ait plus de rejet. Le mot vertido, c'est rejet, on va le revoir plusieurs fois dans la présentation. Une solution qui a rapidement été proposée à grands frais, un système de phytorémédiation de ces eaux-là, les canaliser sur la toute fin pour pas qu'elles se dirigent vers la lagune. Mais effectivement, on disait, on a un aquifère qui est connecté hydrauliquement à la lagune. Pour autant, les apports souterrains ont toujours été très très peu discutés, pris en compte, considérés dans le débat public. Cette Rambla qui apporte de l'eau à raison de 10 à 20 hectomètres cubes par an, avec un taux de nitrate entre 200 et 400 mg par litre. Et en réalité, on a aussi les eaux souterraines. Donc là, c'est dans d'obscurs rapports qui sont longtemps limités au domaine des hydrogéologues, où on voyait qu'on avait une décharge naturelle d'eau souterraine sous-marine de l'ordre de 6 à 9 hectomètres cubes par an. Et quand on creuse un peu comment est-ce que ce chiffre avait été obtenu, on remonte d'année en année, de décennie en décennie, jusqu'au début des années 60, où un calcul de coin de table, assumé comme tel dans un rapport, faisait une estimation de la pluie efficace, du retour d'irrigation et des pompages, puis on disait, OK, il y a tant qui sort. Cette valeur étant inférieure à celle des apports pour la Rambla, ça peut expliquer, en plus du fait que c'est invisible, le fait que ça n'a jamais été vraiment considéré. Mais toujours est-il que les nitrates dans la nappe se retrouvent jusqu'à un demi-gramme par litre. Donc là, j'ai mis une petite frise du temps pour essayer de vous transmettre l'évolution du lien entre scientifique, connaissance, société, réaction par rapport à ces apports souterrains à la lagune. Jusque, en fait, il y a quelques années avant aujourd'hui, il y avait une méconnaissance complète des apports souterrains à la lagune. Différentes études scientifiques ont eu lieu dans les années 2010 en s'intéressant, pour des raisons méthodaux propres à chacun des domaines d'études, à évaluer les volumes de décharge sous-marine d'eau souterraine. Donc parfois en ayant comme objet d'étude la lagune, comme finalité la lagune, d'autres les eaux souterraines. Toujours est-il que les chiffres qui sortaient pour les volumes d'apport à la lagune étaient dans une gamme qui allait bien au-delà des chiffres officiels. Là, on se situe plutôt entre 8 et 300 hectomètres cubes par an par rapport aux 6 à 9. Globalement, on peut dire qu'on était presque 2 ordres de grandeur supérieurs à ce qui est considéré généralement. En 2016, lorsqu'arrivent ces premiers effets de soupe verte et les effets d'anoxie qui ont suivi, on voyait beaucoup de réunions, de journées scientifiques autour de la mer mineure, sauver la mer mineure, des assemblées, des groupes de scientifiques. Et j'ai l'occasion de me rendre à un certain nombre d'entre eux. Et à chaque fois qu'on levait la question des apports souterrains, parce qu'en principe, tout tournait autour des apports de surface, on nous rétorquait que c'était inexistant, c'était quelque chose de presque insignifiant. Et j'ai même entendu un des grands pontes scientifiques, le cathédratico local d'écologie, qui m'expliquait que oui, il y a des apports d'eau souterraine, mais lorsqu'ils arrivent sur le bord côtier, ils longent le bord côtier pour se déverser via la rivière. Et ça, c'est une explication qui m'a été donnée oralement devant 200 personnes dans un congrès. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de cet aspect d'eau souterraine et qu'il était important de transmettre l'intégralité des données qui étaient disponibles localement et de manière conceptuelle sur ce type de processus. Donc, avec des collègues, on avait sorti en fin 2016 un article justement de revue qu'on avait essayé de faire le plus rigoureux possible, avec plusieurs centaines d'articles revus, pour essayer de mettre à plat l'état des connaissances sur les flux d'eau, sur les enjeux, sur les forçages dans la zone, et notamment en synthétisant différents articles que je citais tout à l'heure sur les apports d'eau souterraine, mentionnant qu'il y avait une très forte incertitude sur les apports souterrains, mais qu'ils étaient probablement 10 à 100 fois supérieurs à ceux de la surface, via cette Rambla de l'Albujon. On avait accompagné la publication de ces articles-là de notes de presse, de l'ouverture d'un compte Twitter pour mon collègue José Luis García Arostegui, des choses tout à fait nouvelles pour nous. Et ça a permis effectivement une reprise par la presse. Et puis rapidement, les apports souterrains à la lagune sont devenus un sujet chaud. Donc je vais brièvement vous traduire les titres ici. Le premier, les hydrogéologues révèlent à quel point on a de l'eau de l'aquifère qui entre dans la mer mineure, un phénomène inconnu jusque-là.
Ou alors, quel rôle jouent les eaux souterraines dans le système Campo de Cartagena, Mer Menor? Je pensais que c'était vraiment complètement absent des considérations jusque-là. Donc, c'était un grand pas en tant qu'hydrogéologue de se sentir que certains concepts qui sont fondamentaux pour nous sont transmis au grand public. Ou alors, le rejet à la mer mineure duquel on ne parle pas. Je reprendrai ce terme de rejet tout à l'heure. Parce que là, on parle bien de rejet alors qu'on a une décharge naturelle d'eau souterraine. C'est un processus naturel. Donc là, on voit que ça a été repris par la presse, puis ça a été repris par les politiques. Et notamment ici, on a le président de la région qui présente dans l'Assemblée régionale ce phénomène d'apport d'eau souterraine à la lagune, avec ce schéma qu'il brandit, que quelques jours avant, il nous avait convoqué pour qu'on lui explique ces phénomènes-là. On lui avait présenté ce schéma, il a dit bah, laissez-le moi, je le photocopie. Et puis effectivement, il a montré en assemblée par la suite. Mais rapidement, ce qui se passe, c'est qu'on part en quête d'un chiffre. Donc là, il y a quelques coupures de presse. Dans la première, on donne des chiffres. Donc, OK, le Mar Nord reçoit entre 38 et 46 hectomètres cubes par an. L'article du milieu qui explique que la décharge souterraine est finalement 5 fois inférieure à ce qu'on pense. Et puis ensuite, une étude calcule qu'on a 68 hectomètres cubes par an. Donc, les chiffres commencent à être utilisés, balayés, on les entend discuter dans les bars le midi. Et finalement, sans qu'on ait de contexte quant à la représentativité de ces données, spatialement, temporellement, qu'est-ce que ça représente, et encore moins avec une propagation des incertitudes qui sont parfois au moins de l'ordre de la valeur. Au niveau gouvernemental, mise en place d'un projet d'évaluation de solutions pour le zéro rejet, Vertido Zero. Donc là encore, ces apports souterrains d'eau souterraine, qui sont un processus naturel, sont considérés comme un rejet. Qui dit rejet dit on ne veut pas de rejet, on ne veut pas que par la faute de l'agriculture, on ait ces problèmes environnementaux dans la lagune. Donc, on va couper l'arrivée des eaux du transvasement avec le slogan transvasement zéro pour qu'on ait zéro rejet. Et puis, on voit les titres de presse qui expliquent que le problème de la mer mineure est causé par le transvasement du Tage au Ségur. Donc là, on parle bien de recharge. On a vu que la décharge d'eau souterraine s'était imposée dans le débat public, et là, on arrive à ce que la recharge également, c'est-à-dire que l'eau qu'on applique pour la culture, l'eau qu'on transfère depuis le centre de l'Espagne pour la culture, cause ce dégât environnemental. Donc intéressons-nous maintenant un peu à la recharge, ici, autant pour ce qui est de la pluie efficace que du retour d'irrigation. Donc les données de niveau piézométrique sont assez limitées dans le temps et dans l'espace. Si on veut des campagnes qui couvrent à grande échelle la zone, il n'y en a que 5 ou 6 sur les derniers 60 ans. Ces données semblent partiellement imparfaites ici parce qu'on a quand même des effets d'interpolation très marqués. Mais en tout cas, c'est le résultat d'un travail important de travail et de nettoyage des données anciennes qui nous permet d'avoir une surface piézométrique en 1961. On voit notamment que la couleur ici rosé-rouge, c'était les zones d'intrusion saline parce qu'on était sous le niveau de la mer. Une nappe quaternaire fortement exploitée par pompage pour l'agriculture. Presque 60 ans plus tard, en 2018, on voit que les niveaux sont fortement augmentés avec une remontée entre 5 et 15 mètres. Les organisations environnementalistes le mettaient cette recharge sur le fait qu'il y a de l'agriculture. Plusieurs études donc, sur la recharge ont été développées et celle-ci, c'était en particulier à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un suivi d'événements. Et on retrouvait les mêmes ordres de grandeur que dans d'autres publications comme celle du dessus pour les taux de recharge. Mais ici, ce qui était soulevé, c'était que c'est probablement pas tellement l'eau appliquée pour l'irrigation qui cause la recharge. L'eau est tellement chère, tellement onéreuse, tellement précieuse que les agriculteurs vont vraiment en utiliser la moindre quantité possible. Mais plutôt, ce qui avait été observé ici, c'était que avec 4, 5, 6 récoltes par an, on maintient le sol quasiment à capacité au champ en permanence. Cette humidité permet, lorsqu'il y a des précipitations, que ces précipitations s'infiltrent au lieu de partir majoritairement en ruissellement. Donc finalement, que l'agriculture irriguée cause un incrément de la recharge qui est majeur, mais surtout par le fait qu'il permet, lorsque les précipitations arrivent, qu'elles s'infiltrent. Donc pour vérifier ça, en fait, les données piézométriques sont rares. Et puis, bien souvent, les puits qui sont utilisés pour les suivis officiels vont appartenir dans leur grande majorité à des agriculteurs. C'est des puits qui n'ont pas été construits pour un suivi, dont on connaît mal les caractéristiques de construction. Un grand nombre d'entre eux étant, semble-t-il, probablement multicrépinés. Arriver à avoir ces courbes un petit peu travaillées sur différents points dans le quaternaire, rien que ça représentait pas mal de travail. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement donc sur 3 points dans l'aquifère quaternaire le long de la côte, qu'on avait des problèmes d'intrusion marine dans les années 70, qu'on a eu une augmentation de la recharge pendant les années 70-80, l'effet des précipitations à la fin des années 80, un effet à la sécheresse qui a été très marqué entre 93 et 95, une tendance à se maintenir ou même à la baisse
entre 2005 et 2015, c'est là où toutes ces stations de dessalement individuelles ont été installées, donc, qui correspondent à des pompages dans la nappe. Et puis, les effets récents des précipitations dans les dernières années, qu'on va surtout voir dans les graphiques suivants. Typiquement, ces données-là, à échelle fine d'une quinzaine d'années, bah, c'est le résultat de projets de recherche, essentiellement, qui sont intéressés à la zone. Donc, on voit que c'est décousu, ou alors ça a été maintenu à bout de bras avec des petites subventions. Mais on peut y voir un effet depuis 2018 très important de remontée des niveaux de nappe, qui ont atteint des niveaux exceptionnels qui n'ont jamais été vus. Alors, c'est certes attribué à plusieurs événements de précipitation, mais aussi à un événement politique. C'est la fin de l'utilisation de la majeure partie des usines de dessalement illégales qui prélevaient de l'eau dans l'aquifère quaternaire, parce que ça a été pointé du doigt comme participant au problème environnemental. Et puis, cette remontée de nappe très très forte, on voit jusqu'à 10 mètres en quelques années à peine, est donc attribuée notamment à la fin de ces captages. Donc naturellement, pour un hydrogéologue, quand on voit ces évolutions de niveau, on s'attend à ce que ça suppose des évolutions des volumes de décharge d'eau souterraine, parce qu'on a un gradient hydraulique qui varie, et à ce que ça puisse expliquer en partie l'augmentation, la grande fréquence des événements désastreux pour l'environnement dans ces dernières années pendant ces remontées. Mais cette nuance, elle n'est pas facile à ajouter dans le débat public. Donc, ces remontées de nappe amènent l'affleurement de la nappe. Cet affleurement de nappe entraîne l'ennoiement de racines de ces cultures intensives, un drainage accru des eaux de surface, et puis également au niveau des infrastructures routières, on va trouver de l'eau qui s'accumule. La photo en bas à gauche, ça c'est dans des zones humides du bord côtier. Ces apports d'eau qui entraînent naturellement un écoulement de surface vers la lagune sont attribués encore aujourd'hui comme au terme vertido, rejet. Dans la compréhension collective, on doit avoir des tuyaux cachés quelque part qui recrachent de l'eau clandestine, alors que c'est simplement le niveau de la nappe qui est surélevé. Donc, cette figure illustre un petit peu la même chose, donc l'ennoiement des cultures suite à l'augmentation du niveau de la nappe en bas. Et puis également au niveau urbain, on a les sous-sols de plusieurs municipalités qui sont rendus quasi inutilisables parce que maintenus presque en permanence sous l'eau. On comprend qu'il faut vraiment suivre, comprendre ces variations de niveau dans la nappe. Mais pour le moment, l'essentiel des données, l'essentiel des avancées à ce sujet-là, c'est des projets de recherche qui sont financés hors Espagne, même si les choses avancent, on le croit de plus en plus vite pour qu'il y ait des actions locales, et notamment le projet Interreg Sudoe Aquifer ici, dont je présente des données, qui a installé une infrastructure dédiée à un suivi à court terme de la nappe. Et puis, on voit un suivi à très courte échelle de temps, ce qui permet de mettre un lien entre les évolutions de la nappe, ces pics de recharge, et autant les pratiques agricoles que les événements de précipitation. Donc là, on se rend compte que les très fortes remontées de nappe, c'est essentiellement lié aux précipitations. Et puis également, ce type de données réparties spatialement permet déjà de voir une forte hétérogénéité spatiale de cette réaction de la nappe en lien avec l'usage du sol et des pratiques agricoles. Ça met en évidence le fait que chercher un chiffre à tout prix pour les décharges d'eau sous-marine, c'est peut-être quelque chose qui est discutable parce qu'on voit qu'on a des effets de pulse, ici notamment avec des événements de recharge, où la décharge à la lagune va être plus importante pendant un moment, puis ensuite va probablement se stabiliser. Petit graphique de synthèse pour discuter si vous avez des questions. Puis mentionner un petit peu les logos que j'indiquais ici, le GDRI ARID qui a permis de faire se rencontrer pas mal de chercheurs sur le domaine hydrogéologie aride. Et puis ici le logo du Comité français sur la désertification. On est vraiment dans ces questions-là. Donc merci beaucoup pour votre attention et puis ça me fera plaisir si vous avez des questions d'essayer d'y répondre. Bon, Hervé posait la question, est-ce que les mélanges de différents aquifères sont autorisés officiellement en Espagne? Alors, je ne connais pas la réglementation en Espagne. Là, clairement, c'est les usages. En fait, c'est une zone qui a été le lieu de toutes les expérimentations hydrogéologiques de manière assez précoce en Espagne. Donc, on y trouve un reflet de toutes les pratiques. On avait des premières estimations avec presque un facteur 50 sur ces flux. Et quelle est finalement ton idée sur le débit, la contribution à l'alimentation de la lagune? Qu'est-ce que tu préconiserais comme méthode pour arriver à l'estimer de façon relativement fiable? C'est sûr que certains des papiers pour l'évaluer, j'y ai participé. Il y en a, ça a été des bilans de salinité dans la lagune, en disant, comment est-ce qu'on peut fermer un bilan de masse par rapport à cette salinité, l'évaporation. D'autres qui ont eu lieu par de la modélisation hydrodynamique dans la lagune, d'autres par de la modélisation hydrodynamique dans la nappe.
d'autres avec des traceurs environnementaux. Il y en a un certain nombre qui sont à la mode pour regarder les décharges d'eau sous-marine vers les eaux côtières, donc notamment des isotopes de radium ou radon. Alors, laquelle préconiser, c'est difficile à dire là, parce qu'un ordre de L'ensemble. grandeur Ouais. d'incertitude de l'ordre équivalent à la valeur, c'est quand même assez fréquent si on regarde scrupuleusement nos différentes méthodes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une solution magique. Probablement, si on faisait une investigation hydrogéologique en règle, avec des moyens, pouvant installer des infrastructures dédiées, en pouvant travailler rigoureusement, en ayant le temps sur chacun des forages, essais de pompage et autres, c'est probablement la méthode vers laquelle je me tournerai en priorité, même si je suis géochimiste. Et le débat sur cette valeur, justement, est-ce que c'est pas une façon de ne pas parler du cœur du problème? Bon, derrière, il y a l'identification de la source et la contribution de l'irrigation. Du coup, est-ce que ça n'a pas été instrumentalisé? Alors, ça a été instrumentalisé, c'est sûr, parce qu'il y a une étude qui a eu lieu menée par une entreprise privée publique, et je faisais partie du comité un peu de suivi pour une étude le plus en règle possible par rapport aux habitudes hydrogéologiques. Et ça s'est un peu terminé avec le modélisateur qui avait un pistolet sur la tempe pour donner une valeur qui corresponde à celle qui était attendue. Donc, tout le château de cartes s'est effondré sur la fin pour finalement revenir à la valeur initiale, qui est dans tous les Oui. rapports depuis toujours. Mhm. Donc oui, c'est instrumentalisé, notamment au niveau politique, parce que ce fameux transfert d'eau, c'est un sujet très très chaud sur lequel les élections au niveau national se jouent parfois en partie importante. Et puis à partir du moment où on a connecté ça au problème de la lagune, là, c'est sûr que ça prend des Merci beaucoup. proportions. J'aurais une Merci à dernière toi. question, mais je la poserai après s'il reste du temps. D'accord? Merci. Dans une vie un petit peu ancienne, je m'étais retrouvé rédacteur en chef d'hydrogéologie juste avant que la revue disparaisse. Et à l'époque, on avait lancé des numéros thématiques. Et il y a un numéro de 2000, j'avais fait publier un article justement sur ce problème du campo des Carthagènes, là, et la mer mineure. J'avais trouvé à l'époque que c'était vraiment un cas d'école de tout ce qu'il fallait pas faire en matière de gestion d'eau souterraine, parce que l'auteur, c'était Thomas Rodriguez Oui, Estrella. Il montrait justement les apports d'eau souterraine à la lagune. Il y a eu les pompages excessifs qui ont fait que ces apports ont diminué. Donc la salinité de la mer Ménor a considérablement augmenté. C'était une salinité naturelle qui est supérieure à celle de la Méditerranée. Mais oui. c'est monté, je crois, vers 80 grammes par litre, si je me souviens bien. Ouais, on est presque à 70 millisiemens par centimètre. Et puis ensuite, donc il y a eu le plan hydrologique national qui a amené cette eau de surface pour faire de l'irrigation. Et la nappe quaternaire en particulier, avait été complètement salée, hein. Il y avait une intrusion marine partout. Mais on a apporté tellement d'eau douce et on a fait tellement de surirrigation que la salinité de la mer Mineure s'est complètement effondrée et est descendue nettement en dessous de la salinité de la Méditerranée. Donc, cette mer Mineure a subi des chocs terribles en 20 ans. Et je vois que la situation ne s'est pas améliorée depuis, hein. C'est un peu dramatique. Bah, j'ajouterais qu'il a été synchrone d'ouvrir des golas, comme ils les appliquent, donc des canaux qui font communiquer la mer Méditerranée avec la mer Mineure à cette époque environ. Donc on attribue aussi ces modifications-là à la baisse de la salinité. Ça s'ajoute. Non, mais la baisse de salinité, je crois qu'on est descendu en dessous de 30 grammes par litre dans les années 90, je crois. Ok, bah il faudrait que je me penche dessus. J'avais pas ça Alors, en tête. Donc sur le sud du bassin versant que vous avez présenté, donc il y a un secteur minier qui est très important, donc qui est le secteur de la Union, avec et jusque dans les années 2000, il y a eu une très forte activité minière, des exploitations qui descendaient à 100-150 mètres de profondeur. Il y a eu même, je crois, sur la fin, des exploitations à ciel ouvert où on avait des affleurements de nappes en fond de mine. Est-ce que justement l'arrêt de toute cette exploitation, donc je crois que les dernières ont dû être fermées 2005-2006, est-ce que ça a pu avoir une influence sur l'augmentation piézométrique des différents aquifères? J'ai pas la réponse, par contre, j'avais pas ça en tête. Donc, ce sera vraiment à regarder en détail en étudiant les données dans la zone, notamment parce qu'on a peut-être des chemins préférentiels pour une recharge rapide et conséquente en cas de précipitation. Donc, peut-être autant que la tendance sur le temps long que suite à des événements de précipitation pourrait être influencée par ça. Merci, je garde ça en tête. Mais désolé, j'ai pas de réponse.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce que la prise en compte du changement climatique parce qu'a priori les apports pluviométriques devraient être de moins en moins importantes, est-ce que c'est étudié pour voir justement si ça va, enfin, on voit déjà là un peu les perturbations que ça engendre sur les écosystèmes et est-ce que du coup le modèle d'agriculture est durable Je vois deux questions dedans. La première, c'est est-ce que c'est durable? J'y reviendrai volontiers dans un deuxième temps. Je commencerai par la première. Est-ce qu'on s'est intéressé aux effets du changement climatique sur le fonctionnement de la nappe, sur la recharge? Il y a des études avec des modèles qui sont appliqués à un endroit comme dans la zone du Campo de Cartagena, souvent comme ils l'appliqueraient dans un autre, hein, selon mon point de vue, et qui donnent des résultats. Mais c'est vrai que pour moi, tant qu'on n'a pas éclairci le lien entre pratique agricole et recharge, en discriminant cette recharge directement liée au retour d'irrigation ou liée à une infiltration favorisée peut-être des précipitations, je pense que là, on risque peut-être de se tromper même d'un ordre de grandeur dans les flux à considérer. Donc, selon moi, c'est un peu la priorité d'étudier ça avant de pouvoir appliquer des modèles avec usage du sol et précipitation et climat comme on en trouve plusieurs. Est-ce que les modèles agricoles sont durables? J'en profite pour parler un petit peu d'un débat local qui illustre le fait que beaucoup de spécialistes d'un domaine s'estiment en capacité de s'exprimer pour les autres. Et notamment, ce qui amène avec cette idée de l'eau souterraine qui, hop, lorsqu'elle voit la mer, elle s'arrête, elle longe la côte, puis elle sort par la rivière, prononcée tout à fait sérieusement dans un congrès. Le fait que ces systèmes de phytorémédiation, il y en a qui sont voués à traiter l'eau de surface, mais d'autres l'eau souterraine. Là, en fait, je vais décrire le fait qu'il y a plusieurs échelles spatio-temporelles pour répondre à la question est-ce que c'est durable, puis quel est le problème réellement environnemental posé. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'on a la solution parce que ces racines, elles descendent, elles ont 1 ou 2 mètres de profondeur, elles descendent dans la nappe, donc elles sont en train de purifier la nappe. Mais la nappe, elle fait 100 mètres d'épaisseur. Donc, on a une vision de comment rendre ça durable, comment résoudre le problème avec une solution donnée. D'autres qui expliquent, et puis j'ai l'impression que ça arrive peut-être le type de, non, en tout cas le type d'utilisation, le type d'agriculture en fait. Certains disent on arrête tout, on arrête l'agriculture, d'autres on met du bio partout, mais il faut réagir tout de suite. Et bien souvent, dans ce cas-là, il n'y a pas cette considération hydrogéologique qui est qu'on a de tels stocks accumulés depuis presque un siècle d'eau extrêmement chargée en fertilisants. Cette eau va nécessairement sortir vers la lagune. Donc, même si on change les pratiques aujourd'hui, l'effet aura peut-être lieu dans 1, 2, 3, 4 siècles, où tout d'un coup, cette contribution à l'écologie de la lagune sera réglée. Donc, je pense que la question, c'est vraiment lorsqu'on se dit est-ce que l'agriculture est durable? Certainement pas, je pense, parce que c'est des pratiques extrêmement nocives. Les agriculteurs ne mangent pas ce qu'ils produisent, hein. Ils le disent clairement. Souvent, moi, quand je vais sur le terrain, ils me disent tiens, tu veux des salades, prends-en. Moi, de toute façon, j'en mange pas, puis le prix que je vends, c'est pas grave. Mais si la question, c'est vraiment on voit qu'il y a un lien de décharge d'eau souterraine vers la lagune, on veut que ça s'interrompe. Là, a priori, batterie de forage, modèle hydrogéologique bien réglé, et puis on capte le volume qu'il faut pour que, sans créer d'intrusion saline, on limite les volumes sortants. Et puis après, faut traiter les eaux pompées, et ça, c'est un autre domaine. Je vois toutes ces séries temporelles et c'est tentant en fait évidemment d'essayer de les analyser, d'essayer de séparer les différents facteurs qui expliquent les fluctuations de nappe. Et est-ce que vous avez envisagé donc de séparer par exemple l'effet de la recharge des autres facteurs de fluctuation de nappe par analyse de séries temporelles? Ça me paraît tout à fait pertinent. C'est vrai que c'est un peu loin de mon domaine d'expertise pour faire ça finement, au-delà de discuter d'une courbe autour d'un café. Et je pense que là, il y a très probablement du potentiel là, qui m'échappe. Mais du coup, merci pour la suggestion. Ouais, enfin, on peut voir les différentes composantes, les différents stress qui expliquent ce qu'on observe en fluctuation, de séparer en fait ce qu'on observe en contribution qu'on affecte aux différents stress. Vu qu'on a beaucoup moins de captage dans cette nappe quaternaire, vu que tous les usines de dessalement ont été bouchées, on a probablement une contrainte en moins. La question qui m'a un peu marqué là, c'était sur le fait que on a un expert hydrogéologue qui se retrouve face à des décideurs ou face à des tensions sociétales importantes
qui doit s'exprimer devant des forts enjeux et peut-être même avec des conséquences difficiles sur son métier ou sur lui-même, des pressions, etc. Et je voudrais avoir votre sentiment sur la façon de procéder dans des situations comme ça. Alors, il se trouve que pour cette question, je l'ai étudiée, c'est cette question de l'expertise, j'ai étudié, et puis j'ai même fait une présentation qui est disponible sur ma chaîne YouTube sur le propos, où justement, c'est un des facteurs qui influe sur pas l'honnêteté, mais la capacité du scientifique à donner l'information. Et parfois, c'est très difficile de donner l'information. Et donc, il y en a en sciences politiques qui disent, bah ouais, le scientifique, il évolue plutôt sur la pente acceptable que sur la pente alarmiste. Et alors, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce qu'il faudrait faire, sachant que, bon, il y a des scientifiques qui, en sciences politiques qui proposent d'abriter ce genre de propos dans des expertises collectives, enfin voilà, des dispositifs qui protègent le scientifique de façon à ce que la parole puisse s'exprimer et que les tensions soient réservées à d'autres ou voilà, soient écrantées. Qu'est-ce que ça éveille en vous, toutes ces questions? Je devine que vous avez beaucoup plus creusé la question que moi. Moi, j'ai essentiellement mon expérience personnelle, puis c'est mon collègue Rossellous qui est 365 jours par an, qui reçoit des coups de fil de toutes les parties prenantes, parce qu'ils savent que lui a réussi à pas être politisé, à pas être embarqué dans une des dizaines de fondations plus ou moins politisées, plus ou moins peu claires. Ma vidéo est sur la chaîne, ça s'appelle Science Utile, avec mon nom, sur YouTube. Sur le changement climatique, c'était un des facteurs très importants jusqu'à il y a quelques années, qui faisait que les scientifiques du GIEC, notamment, minoraient leurs paroles vis-à-vis du risque à cause de la posture, de l'aversion au risque d'un certain nombre d'acteurs, voire de financeurs. Donc, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, parce que à différents niveaux, on est exposé à ce genre de situation. C'est compliqué de se positionner. Oui, Pascal, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, l'option d'expertise collégiale permet de répartir la responsabilité, donc la charge. Par contre, j'apporterais une toute petite nuance, moi, le fait de fonctionner de manière collégiale entre scientifiques sur ces sujets-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en Espagne, là, dans ce cas-là, ça marche pas du tout. Ah non, mais il faut pas c'est des rester scientifiques locaux. hein. Mais c'est ça, il faut une constatation de la société, probablement scientifique, décideur. Mais le problème, c'est quels scientifiques mettons. Là, dans ce cas-là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut des scientifiques extérieurs qui n'ont jamais mis les pieds là, parce qu'on se retrouve vite dans les petites habitudes, les relations, différents enjeux personnels, interpersonnels, là, qui font que c'est complètement stérile, en fait, toutes les initiatives qui ont eu lieu, à mon sens, dans la zone. Oui, en fait, il y a aussi des cadrages pour gérer les conflits d'intérêts réels ou supposés. Après, on fait avec l'expertise qu'on a, hein, avec les gens qui sont là. Et par contre, ça intervient sur l'interprétation du résultat d'expertise derrière. Ce qui est l'intérêt du travail, c'est de repositionner la parole donnée en fonction des différents facteurs d'incertitude, parmi lesquels la posture politique, les conflits d'intérêts potentiels, etc.